Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans La Rétro, votre émission d'analyse de l'actualité au Cameroun. Cette semaine, nous nous arrêtons sur une problématique réelle qui affecte durablement notre quotidien. Il s'agit de la gestion des ordures et de l'aménagement urbain dans nos villes. Les images sont devenues tristement familières, bacs à ordures débordant sur les trottoirs, odeurs pestilentielles envahissant les quartiers, déchets jonchant les artères principales, menaçant la santé publique et la dignité urbaine. À Yaoundé, Douala, Bafoussam et Garoua, la scène se répète et s'enlise malgré un début d'action perceptible sur le terrain. Mais que valent ces efforts face à l'ampleur du désordre? Pourquoi nos villes, pourtant encadrées par des politiques urbaines ambitieuses d'assainissement et d'urbanisme, semblent-elles en perte de maîtrise? Où se situent les responsabilités et surtout quelles pistes durables pour bâtir des villes plus propres, plus respirables et mieux structurées? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui M. Amadou Gunga Moucheli. Il est ingénieur principal des travaux publics hors échelle, expert en transport urbain et stratégie financière des collectivités. Il est surtout coordonnateur national du projet Mobilize Your City, logé au ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Monsieur le coordonnateur national, bienvenue sur le plateau de La Rétro. Merci Arnold pour l'invitation et mes amitiés à tous vos téléspectateurs. Avec lui, nous tenterons de comprendre les ressorts de cette crise silencieuse. Nous allons surfer entre retards structurels, enjeux de gouvernance et perspectives d'espoir. Mais avant, je vous propose en quelques clichés de suivre ces faits qui ont marqué l'actualité de la semaine. C'est le round. Ces derniers mois, les revendications des artistes se portent principalement sur la chaîne à capitaux publics qui, selon eux, dealerait avec une ancienne société de gestion, la CMC, au détriment de la nouvelle, la Sonacam. Alors hier, pendant que les artistes allaient crier leur ras-le-bol, en revendiquant le versement de 15 millions dans le compte de dépôt spécial, dans la soirée, nous avons été surpris que la CRTV a fait le versement du reste de 850 millions dans le compte de l'ORSAR. ORSAR, l'organisme de recouvrement spécial des arriérés, créé en 2020, avait pour mission de procéder à la récupération des fonds pour tenter de comprendre pourquoi la CMC, représentée par Sam Bende, reste l'interface de la CRTV dans la gestion de ce dossier. Nous rencontrons Élise Mbala, superviseur général de l'ORSAR. C'est la CMC qui portait les créances de ces usagers-là, de ces usagers de 2017. La Sonacam et la SDV, qui ont été agréés en 2018, ne sont nullement concernés par cette créance. Jointe au téléphone, ces explications sont partagées par Jean Kono, expert en droit d'auteur, auteur de l'ouvrage intitulé Cameroun qui a étranglé le droit d'auteur. La CRTV a décidé de reverser à la CMC, c'est parce que cet argent-là relève de l'époque de la CMC. La somme d'1,6 milliard de francs CFA recouvrée est consacrée à l'apurement de la dette. Les personnes qui vont être payées aujourd'hui, c'est celles qui ont déjà touché des droits. Dans la période de 2005 à 2017, c'est un apurement, ce n'est pas une répartition des droits. Selon un communiqué de la supervision générale de l'ORSAR, publié ce 2 avril, la chaîne à capitaux publics a réglé tous ses arriérés. Rythme fou d'un chaos routier.
Des mototaxis surexcités dans ce carrefour stratégique de Yaoundé. La vitesse défie toute règle de sécurité. Ils sont d'ailleurs interdits de circuler là. Flexibilité d'un jour de fête de Ramadan devenue débordante. Moi, je me suis dépassé, je ne sais pas ce qui se passe. Nous, ça nous surprend, c'est vraiment... 3, 4 voire 5 passagers par engin. Parfois, des enfants au guidon. Des bébés conducteurs lancés dans une course effrénée, sans casque, sans crainte du danger. Des zigzags, position insensée. La route est transformée en terrain de jeu au mépris des autres usagers. C'est un comportement qui n'est pas bien. Hein. Quand je vois ça, ce n'est pas bien. Tu peux facilement tuer un motoman comme un jeu. Ce genre de comportement, je n'ai pas aimé. La ville suffoque, piétons apeurés, automobilistes bloqués, la circulation parfois paralysée. On ne peut pas bloquer tout le monde, mais n'importe qui a peur de ce carrefour maintenant. Les forces de l'ordre tentent de rétablir l'ordre, mais face à l'ampleur du phénomène, elles finissent par encadrer plutôt que réprimer. Peu à peu, le tumulte s'apaise, mais cette journée laisse une question en suspens. Jusqu'où ira cette prise de risque incontrôlée? Ils sont encore sous le choc, attristés par l'état dans lequel ils ont découvert la dépouille, gisant dans une mare de sang sur le macadam, au lieu dit Montépont Emana à Yaoundé, ce 3 avril 2025. Aucune pièce personnelle ni document n'a été trouvée sur lui, laissant planer le mystère sur son identité. Les circonstances de sa mort restent floues, mais 2 hypothèses sont avancées. Soit il s'agit d'un chauffeur de taxi agressé en plein travail, soit il a été victime d'un homicide ailleurs et son corps abandonné là. Pour moi, c'est un taximan puisque généralement quand nous travaillons, nous avons toujours les bandoliers que nous mettons de l'argent là-dedans. Et puis, c'est nos sacs. En fait, quand nous regardons comme ça, c'est nos sacs. C'est nos sacs que nous mettons l'argent et tout ça. Donc on a toujours l'habitude de nous faire des choses comme ça et puis on vient jeter le corps ailleurs. Les agressions, il y a une personne qui entre là, 2 personnes restent derrière. Bon, quand ils veulent t'agresser, alors l'autre te met la clé 14, l'autre sort le poignard derrière là. Il te demande de ne pas bouger. Si tu veux faire la tête, on te poignarde. Je suis déplacé. Même nos familles, on ne connaissait pas. On va faire comment? Le problème d'insécurité dans la zone est également mis en avant. L'urgence d'agir signalée. Dans le taxi, on ne nous laisse pas. De temps en temps, on signale toutes les agressions dans le taxi, et peut-être les passants, ça fait peur. Chaque jour, les gars agressent, que ce soit dans le taxi, avec les motos. Il y a des gars qui marchent avec les motos. Lorsque tu es avec ta moto, on te serre, on te sort les machettes, on arrache. Il y a vraiment d'insécurité. Si on pouvait avoir au moins des caméras de surveillance ici là, pour essayer d'aider les gens, ça ne va vraiment pas. Ça pourrait sauver des vies et éviter le sort tragique réservé à cet homme, dont l'alliance au doigt semble encore scintiller, symbole poignant de la vie brisée et des espoirs détruits. Cet engin tente de redonner à cette plaque interdisant le dépôt d'ordures ici au quartier Foulane, dans l'arrondissement de Yaoundé 3e, tout son sens. Si les engins sont de sortie, c'est que l'heure est grave. Yaoundé croule sous le poids et les mauvaises odeurs des immondices. Selon toute vraisemblance, les pouvoirs publics semblent avoir pris la mesure de l'urgence d'agir. L'opération Yaoundé Clean en 3 jours chrono est lancée ce 29 mars et va se déployer selon une stratégie bien pensée. Dans un premier temps, nous connaissons d'abord les axes centraux, dont les points les plus névralgiques de la ville, avant d'attaquer les quartiers les intérieurs. Dans plusieurs artères de la ville, comme ici, au quartier Nsam, les rues restent balafrées des déchets. Un peu plus loin, cette décharge vibre au rythme incessant des va-et-vient des engins. Rendre l'espace commun de vie propre nécessite une action concertée, avec en locomotive les pouvoirs publics certes, mais les populations aussi doivent être dans les wagons de ce train contre l'insalubrité. Raison pour laquelle le premier magistrat de la ville a tenu à échanger à cœur ouvert avec les populations. Éviter qu'on retombe dans la même situation, parce qu'on retombe dans cette situation à cause de l'incivisme. Le challenge de rendre Yaoundé propre en 3 jours est abyssal, mais les équipes sur le terrain ont l'air déterminées. À cœur vaillant, rien
d'impossible. Bienvenue, messieurs et dames, à vous qui nous rejoignez seulement maintenant dans le cadre de cette émission. C'est la rétrospective de l'actualité. Alors, je vous ai présenté à Madou Ngunga Mouchili. Vous êtes ingénieur principal des travaux publics hors échelle. Vous êtes surtout le coordonnateur du projet, un projet logé au ministère de l'Habitat et du Développement urbain, baptisé Mobilize UA City. Vous êtes aussi délégué régional du même ministère pour le centre. Alors, vous avez vu le dernier reportage. On sort d'une crise des ordures à Yaoundé et même à Douala, je crois. Est-ce qu'en 3 jours, véritablement, on a rendu Yaoundé propre? Je crois que votre constat et le reportage traduisent la réalité. Ce sont des images d'avant les 3 jours. Je pense que si vous faites un tour maintenant dans la ville, c'est nettement différent. Parce qu'il y a eu un travail titanesque qui a commencé par le mot d'ordre, je peux dire, l'instruction de Madame le ministre qui disait de faire de cette ville une ville propre pendant 3 jours. Et la société Zakam avait été instruite de se mettre au travail, y compris dans les zones qui ne ressortent pas de sa compétence, notamment la commune de Yaoundé 3 et 6. Ce qui a été fait. Et par effet d'entraînement, vous voyez que le maire également, 2 jours plus tard, est descendu sur le terrain. Et cette action combinée a donc produit le résultat qu'on a aujourd'hui. Les rues ont été libérées quand même des tas d'immondices qui empêchaient déjà même la simple circulation des véhicules. Mais c'est quelque chose qu'il faut maintenir parce que les déchets, ça se produit chaque jour. Hein. Bien sûr, je voulais justement aller vers là pour dire que, en fait, le reportage qu'on a vu, on sortait de plusieurs semaines de crise d'ordures, c'est-à-dire les rues, c'était des immondices, les odeurs pestilentielles. Est-ce que vous avez constaté ça? C'était quoi le problème? Je pense que le problème est assez complexe, mais en même temps, il est facile à comprendre. Où se situe la complexité? Vous savez, la complexité, c'est un peu le simple fait même déjà qu'on n'arrive pas de manière normale à procéder au ramassage des ordures. Ça a l'air simple, c'est un acte évident. Si ça ne se fait pas, c'est qu'il y a des choses derrière. Vous savez que le ramassage des ordures est confié par la communauté urbaine à des entreprises spécialisées dans le cadre d'une procédure de marché public. Et la complexité arrive lorsque vous constatez que ces entreprises travaillent depuis plus d'1 an sans contrat. Donc toute l'année 2024, ces entreprises n'avaient pas de contrat. Et donc le rendement ne pouvait que se faire ressentir. Parce que lorsque vous n'avez pas de contrat, vous n'avez plus accès au concours de vos partenaires techniques et financiers. Et donc vous faites un peu le service minimum. Maintenant, il faut dire que nous sommes à une époque également où la production de déchets devient exponentielle au regard de l'évolution démographique. La simplicité, cette fois-ci, vient du fait que, vous avez vu, une fois que Isakam a eu son contrat signé le 3 mars, la zone sous son contrôle a changé d'aspect. Et c'est dire qu'on peut résoudre ce problème-là sans arriver à ça, si jamais chacun, à son niveau, joue son rôle. On va revenir sur les rôles, parce que la gestion des déchets met ensemble plusieurs parties. Mais je voudrais comprendre, parce que vous avez évoqué la question de contrat. Ces entreprises-là, pourquoi n'avaient-ils pas de contrat depuis 1 an? Ils n'avaient pas de contrat parce que la procédure n'était pas allée jusqu'à terme. C'est un appel d'offres qui est lancé par le maire de la ville et qui, après les soumissionner, il faut analyser les offres et décider qui est adjudicataire de tel lot. Et puis les contrats sont signés. Maintenant, je pense qu'il y a eu certainement au niveau du maître d'ouvrage que la communauté urbaine peut-être un déficit d'anticipation. Parce que tout le monde savait que le contrat s'achevait en décembre 2023
Et on aurait dû lancer plutôt le processus de recrutement des opérateurs. Mais également, vous savez que le système de marché public chez nous, c'est plusieurs étapes, notamment lorsque des fortes sommes sont en jeu. Il y a beaucoup de commissions qui doivent siéger pour qu'on arrive finalement à choisir l'adjudicateur. Donc c'est un processus long, il faut donc s'y prendre très tôt. Peut-être que ça n'a pas été le cas. Certainement, entre le maître d'ouvrage et le ministère en charge des marchés publics, il y a eu une sorte de ping-pong parce que tant que les dossiers ne semblent pas bons à l'administration en charge des marchés publics, il va rejeter. Et les déchets, ils n'attendent pas. Les déchets sont produits chaque jour. Donc, quand vous retardez, un seul jour, vous ne collectez pas, ben vous vous retrouvez après avec des immondices. Alors, tout cela est connu, c'est-à-dire que ce soit la quantité d'ordures que génère Yaoundé chaque jour. Mais ce qui était curieux, c'est que toutes les parties, que ce soit le ministère, que ce soit la mairie de ville ou les structures concernées, c'est-à-dire les structures chargées du ramassage, étaient quasiment laxistes jusqu'à ce qu'au cours d'un conseil de cabinet, le Premier ministre frappe du poing sur la table. Est-ce qu'on doit arriver à la primature pour gérer ce genre de problème? Ben, si ça arrive à la primature, c'est parce que le gouvernement est interpellé. Est-ce qu'il y a eu un problème d'entente entre la tutelle et la mairie de ville? Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas d'entente à avoir. Le process d'attribution des contrats est entièrement entre les mains du maire de la ville. Le ministère, que ce soit Minji ou autre, n'intervient pas. Qui est en face donc des administrations en charge notamment des commissions de passation et du ministère des marchés publics. Donc il n'y a pas de soucis. Je dis encore que là, c'est certainement qu'on n'a pas suffisamment anticipé et qu'il y a eu certainement des choses que le MIMA reprochait au dossier présenté par le maire de la ville. Et donc, ça peut arriver dans une procédure. C'est pour ça que, pour ce genre de prestations, il faut entamer très tôt la procédure de contractualisation. Parce que dites-vous bien que dans ce processus, il y a même eu des recours, des candidats qui n'ont pas été retenus, qui font des recours. Et dès que vous avez un recours, ça stoppe la procédure. C'est un peu ça la réglementation. Alors, on a pris le cas de Yaoundé, on peut transposer ça à Douala, à Bafoussam et même à Garoua. Vous coordonnez un programme qui concerne un peu la mobilité urbaine, c'est-à-dire vous avez le regard un peu sur toutes ces villes-là. Quel est le regard que vous jetez sur la gestion des ordures dans nos principales villes aujourd'hui? Je pense qu'il faut, en termes de gestion, si on veut vraiment jeter un regard, faire un état des lieux, c'est de passer par toutes les étapes de la filière de la gestion, donc du producteur jusqu'au traitement des déchets. C'est un peu ça la gestion. Vous avez plusieurs étapes. Vous avez la pré-collecte, la collecte, le transport, le stockage et le traitement. Lorsque vous prenez l'étape primaire, qui est la pré-collecte, on note que ça se fait de manière anarchique parce que nos quartiers sont remplis de précollecteurs, souvent pas agréés, mais qui, parce que c'est un service qui est demandé, s'engouffrent dans le processus et parce que ce n'est pas bien encadré, on a des déchets qui sortent des quartiers à des heures indues parce que dites-vous bien qu'il y a souvent un planning de passage des camions. Mais lorsqu'on ne maîtrise pas les acteurs de la précollecte, on n'est pas sûr qu'ils puissent respecter ce planning-là. Maintenant, la collecte, on vient d'en parler. Lorsqu'on voit des déchets sur la place publique, ça veut dire qu'on a des soucis avec la collecte. Et ça, ce n'est pas un secret. Nous tournons dans la majeure partie de nos villes un peu moins de 65% de taux de collecte de déchets produits. Vous avez le reste, les autres 35%? Oui, les autres 35% se retrouvent dans les bas-fonds, se retrouvent dans les cours d'eau et malheureusement, c'est la situation qui est là. Donc on a des marqueurs noirs au niveau de la collecte. Le transport, il ne se fait pas toujours dans des conditions appropriées. Vous voyez parfois que les matériels, les équipements des entreprises sont souvent vieillissants, souvent insuffisants. Et parfois,
il n'y a pas toute la protection nécessaire qui est exigée pour déplacer les déchets. Maintenant, quand on arrive au niveau du traitement en décharge, vous constaterez que l'essentiel de nos déchets est éliminé par incinération, bien par enfouissement, ce qui est un problème d'ordre environnemental. À peine 10% des déchets sont valorisés ou recyclés. Donc voilà un peu le tableau qu'on s'est fait de la gestion des déchets dans nos villes, qui pose des problèmes d'ordre technique, mais également des problèmes financiers, parce qu'on a un système de collecte qui ne s'autofinance pas. L'enlèvement des déchets, c'est un peu l'un des rares services publics qu'on ne paye pas. L'électricité chez vous, l'eau chez vous, le téléphone, vous payez. Mais les déchets, chacun les produit et se fiche de comment on les élimine. Ce regard que vous avez posé est assurément insatisfaisant, on le voit. Est-ce que vous, au niveau du ministère de l'Habitat et du Développement Urbain, vous menez des réflexions pour corriger? Oui, je pense que la gestion des déchets fait partie du quotidien des villes. Ce sont des choses un peu comme les transports, c'est un peu comme l'assainissement. Tant qu'on consomme, il faut savoir qu'il y aura des déchets. Donc il faut y penser. Et c'est des choses qui ont été pensées dans le cadre de la mise en place des outils de planification urbaine. Déjà, la loi sur l'urbanisme de 2004 et ses décrets d'application, ainsi que les documents de planification dont nous dotons les villes, qui orientent un peu la gestion urbaine, y compris les déchets. Vous verrez très bien que si ces documents, ces dispositions législatives et réglementées étaient appliquées, on résolverait la moitié des problèmes. Est-ce que vous savez que pour un immeuble comme celui-ci, les textes disent qu'il faudrait avoir au pied de l'immeuble un local spécialement aménagé pour accueillir les déchets de l'immeuble? Combien d'immeubles ont ça? Est-ce qu'on le sait? Le problème n'est pas d'avoir ça, c'est des choses qui sont prévues et qui sont diffusées auprès des acteurs urbains, mais par laxisme, par manque de contrôle, chacun bâtit, met 6-10 appartements, mais à la fin, on ne sait pas ce qu'on fait des déchets. C'est chacun qui avait son sachet, sort, et puis dès qu'on est sur une place publique, on dépose. Donc si on avait pour chaque immeuble dans ces locaux, vous comprendrez qu'on aurait des points de regroupement des déchets où les entreprises chargées de collecte viendraient récupérer. Malheureusement, donc, c'est un manque de vigilance de la part des acteurs, notamment des collectivités, qui ont reçu du législateur les pouvoirs de direction de la ville. Amadou Gouga Bouchili, je voudrais que vous nous dites vraiment à cœur ouvert, cœur à cœur. Est-ce que vous arrivez d'avoir honte de passer dans la rue et de voir la situation et de penser que vous faites partie de ceux de qui les populations attendent la solution? Non, je ne peux pas avoir honte de ma ville. Vous savez que la ville nous appartient. Que ce soit les institutionnels ou les populations, nous sommes tous acteurs. On n'a pas à avoir honte de ce qu'on est. Vous préférez assumer l'échec? On l'assume et on cherche à corriger. Ça, si vous avez honte, ça veut dire que vous voulez peut-être penser que ça vient d'ailleurs, alors que ça vient de nos comportements. Dites-moi, au nom de quoi vous prendrez votre sac de déchets, voir une route bitumée et puis vous déversez là? Est-ce qu'on a besoin d'avoir été, je ne sais pas moi, en faculté pour savoir que c'est un acte répréhensible? Non. Ce n'est pas normal. On doit être propre. La propriété, ce n'est pas seulement dans sa chambre, mais c'est ses alentours, c'est les places publiques qui sont les biens collectifs de la communauté. Donc je pense que c'est une question où il ne faut pas forcément, il ne faut pas avoir honte. Il faut comprendre qu'on est descendu trop bas. Et donc, il faut se mettre ensemble pour corriger cela. Je voudrais qu'on entre un peu sur la question de responsabilité. Quand on est face à cette situation, il y a ceux qui pointent du doigt la mairie de ville, c'est-à-dire la communauté urbaine. Il y a ceux qui pointent du doigt le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Il y a ceux-mêmes qui pointent du doigt les populations. Ceux qui pointent du doigt les communes d'arrondissement. Alors, qui fait quoi dans la gestion des déchets urbain? Bien, je crois que ce qu'il faut que chacun comprenne,
c'est que le producteur du déchet est responsable de son élimination. Loi cadre sur l'environnement. Pollueur-payeur. OK? Donc, nous sommes tous des producteurs de déchets à notre échelle, sachant que nous sommes responsables de l'élimination de ces déchets. Maintenant, notre système gouvernant a voulu qu'il y ait un service public de collecte des déchets. D'où la contextualisation de cette loi maintenant ici. Voilà. Maintenant, la loi 2019 sur les collectivités territoriales décentralisées a donné compétence exclusive à la communauté urbaine pour les grandes villes pour les questions de collecte, de transport et de traitement des déchets. Il n'y a pas d'ambiguïté. Pointer du doigt tel ou tel, ce n'est pas connaître. Ça, je peux comprendre qu'on puisse ne pas connaître de bonne foi. Mais la réalité est que il n'y a pas deux acteurs en matière de collecte, transport et traitement des déchets. C'est la communauté urbaine pour les agglomérations disposant d'une communauté urbaine. Ailleurs, c'est la commune. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. C'est pour répondre à votre question, qui fait quoi? Donc, l'acteur opérationnel, c'est la collectivité. Les communes d'arrondissement, dans ce cas, ont également mandat d'organiser la pré-collecte. Parce que pour collecter, il y a d'abord une phase de pré-collecte. Et de s'assurer de la propreté des rues, le nettoyage des rues. On le voit très bien dans certaines communes de la ville de Yaoundé. Quand vous passez d'une commune à l'autre, ce n'est pas la même réalité, alors qu'ils sont tous soumis aux mêmes règles de gestion. Donc voilà un peu en termes de responsabilité. Le ministère de l'Habitat et du Développement urbain a une mission de suivi conférée par le décret organisant le gouvernement. C'est-à-dire c'est ce genre d'acteur qui est un peu une sorte de watchdog qui doit interpeller les acteurs lorsque ça ne va pas, rappeler aux uns et aux autres de faire leur mission, mais également en tant que gouvernement, représentant du gouvernement dans le secteur, quand c'est difficile, quand le système est grippé, intervenir. C'est un peu ce qui justifie l'opération coup de poing. Okay. On va revisiter un peu ces rôles-là. Et enfin, autre acteur, les populations. Les populations. Les populations. Je voudrais justement commencer au bas de l'échelle, en parlant de ces populations-là qui sont responsables ou qui produisent ces déchets-là. Est-ce qu'ils connaissent leur rôle? Est-ce que vous pensez qu'elle connaît son rôle, la population? Bien sûr. Déjà, elle a un premier rôle, c'est de produire. C'est qu'elle fait très bien. Maintenant, elle devrait savoir que, comme j'ai dit tantôt, quand vous produisez les déchets, vous êtes responsable de l'élimination. C'est surtout ce deuxième volet-là. Vous avez donc ces facilités que l'État apporte, c'est qu'il met en place un service de collecte. Alors, conditionnez vos déchets et allez au lieu où il faut collecter. Ne versez pas n'importe où dans la rue. Il y a les bacs à ordures, il y a des points de rupture où vous êtes censé... Il y a les plannings de passage des camions. Je dois avouer que c'est un peu dans tous les domaines. La population, il faut la tenir, il faut l'encadrer. Et là, c'est le travail des collectivités une fois de plus. Et vous pouvez constater, pour ne prendre que le cas de Yaoundé, que certaines communes font bien ce travail d'encadrement. Il y a des quartiers ici où vous allez le long de rue, il n'y a ni bac, ni tas d'ordures. Mais une fois qu'un camion klaxonne, tout le monde sort. Il y a ce réflexe qui existe déjà dans certaines communes, que je ne vais pas vous citer ici, pour ne pas faire des... Donc la situation n'est pas la même dans les 7 communes. Justement, je voudrais qu'on monte d'un cran, c'est-à-dire on est parti des populations qui produisent et qui doivent être responsables de l'élimination. Montons d'un cran, allons vers les communes. Vous parlez de cette disparité de situation d'une commune à l'autre. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que c'est le modèle ou les politiques qui diffèrent d'une commune à l'autre, ou certaines communes s'en foutent de la gestion des déchets? La politique est la même. Les orientations du gouvernement sont les mêmes. Vous comprenez? Sauf qu'il y a des maires qui se sont mieux appropriés cela. Parce qu'il y a l'équation personnelle du magistrat municipal. Monsieur, vous arrivez maire, c'est parce que vous êtes là pour résoudre des problèmes. Maintenant, si vous n'avez pas pris conscience de ce genre d'aspect, vous ferez 5 ans sans rien changer. Vous verrez très bien qu'à Yaoundé, il y a des communes propres.
des communes propres. Alors qu'ailleurs, le maire, bon, comme vous disiez, pour utiliser vos termes, il s'en fout. Peut-être que c'est peut-être pas ça, mais il ne fait pas ce qu'il faut pour tenir la population, pour encadrer les populations. Parce que je crois que dans une commune proche d'ici, on a vu des tas d'ordures, des immondices disparaître. Laquelle est un des premiers? Citons les si vous voulez, Yaoundé 5 par exemple. Vous aviez un tas insoluble à Carrefour, lycée bilingue, ça a disparu. Oui. Vous allez à Pont-Autou, ça a disparu. Vous allez à Texaco, ça a disparu. C'est pas une magie. Vous allez à l'école, cette école à Essence là, ça a disparu. Comme ça, parce que le maire a su mettre, fédérer, et les populations, les riverains, et l'entreprise chargée de collecte, et même les forces, les autorités traditionnelles et administratives. Et ça marche. Après la faillite de l'élément ou l'élément de ce maillon-là, c'est-à-dire la communauté urbaine, qui a peut-être failli, selon vos explications, c'est-à-dire qui n'a pas anticipé dans les procédures administratives de contractualisation des entreprises en charge de collecte, la communauté urbaine, est-ce qu'elle a été effectivement encadrée par le ministère comme cela se doit? L'encadrement... Le ministère qui en amont joue le rôle de superviseur, c'est-à-dire qui a un regard, qui rappelle à l'ordre, qui peut agir en sanctionnant, et ainsi de suite. Oui, le ministère ne fait que ça. Le ministère ne fait que ça. Vous verrez des tonnes de correspondances qui sont adressées aux magistrats municipaux dans divers secteurs de compétences de la gestion urbaine. Parce qu'on sait très bien que le rappel est important. Bon, mais maintenant, ce sont des entités autonomes. Le ministère ne peut que faire cela. Le ministère n'a même pas la tutelle des communes. Il faut le rappeler. Vous comprenez? C'est un autre département ministériel. Donc, le ministère du développement local. Voilà. Donc, ce travail de veille, il est permanent au ministère, que ce soit au niveau central qu'au niveau des services déconcentrés. Sauf que, même par le biais des autorités administratives, parce que Madame le ministre a souvent mis à contribution et le gouverneur et les préfets pour accompagner l'opération, l'encadrement des collectivités. Mais comme je vous dis, certains sont plus sensibles à ce genre d'orientation que les autres. Et on voit cela sur le terrain. Vous avez évoqué un autre élément qui fonde la faiblesse des pouvoirs publics à contrôler cette gestion des ordures. Vous avez évoqué un peu ce qu'on appelle généralement la démographie, c'est-à-dire Yaoundé n'a plus la même population qu'il y a 5-10 ans. Et il y a un rapport du ministère du MINEDEP qui dit que le Cameroun a produit un peu plus de 4 millions de tonnes de déchets en 2024. Est-ce que, en tenant compte de ces chiffres-là, on ne fait pas des planifications prévisionnelles pour la gestion des déchets? Bien sûr, bien sûr. Je vous ai dit que l'un des apports que nous avons, des apports déterminants à l'endroit des collectivités, c'est les ressources pour faire les documents de planification. Déjà, il y a une loi cadre sur l'urbanisme, il y a des textes d'application, il y a donc ces outils de planification qui sont à leur disposition. C'est vrai pour les déchets, que pour le transport, que pour l'eau, pour l'énergie, tout cela, on se projette. Donc, en fait, ce n'est pas le fait qu'il y ait cette démographie galopante, ça n'a rien de surprenant. Il y a un taux de croissance qui est soutenu et c'est également pris en compte dans les politiques publiques. Mais il y a les plans d'aménagement urbain. Bien sûr, il y a les plans directeurs d'urbanisme, il y a les plans d'occupation de sol par commune, il y a même des plans de secteur qui prennent en compte tous ces aspects. Bon, maintenant, est-ce que tous ces plans-là sont effectivement exécutés, mis en œuvre comme les prescriptions demandent? That is the question. C'est donc là une question. Est-ce que les magistrats municipaux s'attellent à respecter les plans que eux-mêmes, parce que ces documents sont élaborés sous leur supervision, est-ce qu'ils veillent à ce que ça... Mais vous avez la réponse à la question, parce que vous êtes en amont, vous les voyez. Oui, justement, et c'est pour ça qu'on passe le temps à les rappeler à l'autre. À les rappeler à l'autre. Parce qu'effectivement, on a des dispositions. Je vous ai pris le cas de chaque immeuble qui devrait avoir un local dédié au stockage des déchets. Mais
nous avons donné des instructions pour qu'on rejette tous les dossiers de permis de construire qui n'ont pas prévu ces locaux et demander même de donner un délai, une mise en demeure aux propriétaires. À ceux qui n'avaient pas prévu. Pour se mettre. Mais une fois qu'on l'a fait, les collectivités, les maires, ils sont maintenant responsables d'appliquer ou pas. Mais nous, on garde le cap, on continue à rappeler, Et je pense que, comme je disais tantôt, la situation est différente d'une ville à l'autre, d'une collectivité à l'autre, parce qu'il y a des maires qui s'approprient mieux ces concepts-là, et on voit la différence sur le terrain. Donc le ministère a joué ce rôle-là, et continue à jouer ce rôle, va continuer à jouer ce rôle. Est-ce qu'il suffit de rappeler à l'ordre? Est-ce qu'à un moment, vous ne pensez pas à la répression, c'est-à-dire à sanctionner? Malheureusement, le pouvoir de sanction n'est pas du ressort du MINDU. C'est ça qui est, comme je disais, il y a notre département ministériel qui est en charge de la tutelle. Le ministère de la décentralisation et du développement local. Il y a des dispositions législatives qui encadrent les sanctions. Maintenant, le MINDU ne peut pas, bien que dans le cadre de la collaboration gouvernementale, tout cela est su dans les autres départements ministériels avec qui nous communiquons. Mais maintenant, passer à l'action de la sanction, malheureusement, ce n'est pas du pouvoir du MINDU. Alors, je vais partager avec vous une anecdote que m'a fait un téléspectateur. Il dit, mais quand on a nommé le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Cortez, on l'a vu débarquer les camions de Baganté pour venir travailler à Yaoundé. Mais est-ce qu'il ne pouvait pas, avec la même détermination, le même dynamisme qu'on lui connaît, traiter cette affaire d'ordure? Vous répondez quoi à cela? Écoutez, je pense qu'elle a gardé cette énergie-là. C'est pour ça que elle tient chaque fois des rencontres de concertation avec les maires et les acteurs urbains en général. Parce qu'elle veut transférer cette énergie qu'elle a, et cette vision qu'elle a. Parce qu'une ville, si les autorités ne bougent pas, les choses n'avancent pas. Il faut pousser. Et c'est ce qu'elle essaie de faire. Donc, ce que vous avez vu lorsqu'elle est arrivée... c'est la contamination qui n'est pas automatique. Oui, c'est la contamination qui n'est pas automatique, mais on continue à forcer. Mais je pense que, comme je disais, il y a des maires qui ont pris cet exemple-là, qui ont pris goût et qui essaient d'imiter cela. Mais un maire est là au service de la population. Monsieur le Cordeau, n'ayons pas honte ou bien n'ayons pas peur de féliciter ceux qui travaillent bien. Vous parlez de quel maire? Ben, je vous ai parlé du maire de Yaoundé 5 en matière de propriété dans la ville. Je peux vous parler encore du maire de Yaoundé 1er qui fait des efforts. Je peux vous parler encore du maire de Yaoundé 4 en collaboration avec son sous-préfet qui ont mis en place une stratégie où l'autorité administrative s'est vraiment impliquée et accompagne le maire. Donc je peux prendre comme ça, je ne vais pas les citer tous, mais je pense qu'on fait le tour de ces 7 communes. On voit très bien la différence. Et à Douala, mais le maire de Yaoundé de Douala 3e, il venait d'avoir, je crois, le 4e prix au niveau du concours national ville propre. Donc ce sont des choses qui se traduisent par... Tous les acteurs sont unanimes, que tous les observateurs... Quand c'est bien fait, on dit que c'est bien fait. Et ça, il faut qu'on ait l'habitude de le faire. Et c'est pour ça que le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a institué ce concours ville propre pour distinguer ceux qui se battent. Vous avez vu que cette année, dans le centre, c'est la commune de Mbalmayo qui est arrivée en tête. Et justement, quand vous passez à Mbalmayo, vous voyez qu'il y a un changement. Vous voyez qu'à Ayos, par exemple, il y a eu un changement. Parce que tout le monde veut s'affirmer grâce à ce concours ville propre. Donc je pense que le ministère continue à appuyer les collectivités, à les entraîner dans cet élan que vous avez vu au début du magistrat de Madame le ministre et qui continue. Et nous espérons que
avec le temps, la contamination va s'étendre. Ça va s'étendre et que le pays sera, les villes vont se porter mieux. Nous parlions tout à l'heure de l'état actuel de Yaoundé après cette opération. 3 jours pour assainir Yaoundé. Je vais vous proposer de regarder le constat fait par nos équipes 3 jours après dans la capitale Yaoundé. Le nettoyage de Yaoundé est une tâche permanente qui nécessite une attention constante. Malheureusement, la collecte des ordures a connu un arrêt brutal, principalement en raison des lenteurs administratives dans le traitement des dossiers des entreprises qui en ont la charge. Des changements sont annoncés pour améliorer la situation. La poursuite de l'opération 3 jours sans ordures, lancée le 29 mars dernier par le maire de la ville, aussi l'implication des populations une fois encore souhaitée. Si nos populations ne participent pas à l'effort financier, qu'elles soient au moins disciplinées pour ne pas compliquer le travail qu'elles croient abandonner aux autres, c'est-à-dire abandonner ça à Isakam, abandonner ça à Tiklof, abandonner ça au maire de la ville, alors que le maire de la ville n'a pas assez de moyens. L'entreprise camerounaise Isakam, chargée de l'assainissement public, a reçu les ordres de service public pour démarrer ses activités en fin de semaine dernière. Bien qu'elle doive encore soumettre son projet d'exécution, qui définira les termes du contrat liant la structure à la communauté urbaine, elle ne compte pas croiser les bras. La première phase, nous allons dans les quelques jours qui viennent mobiliser 12 camions gros porteurs, 9, pour débarder tous les tas qui se sont constitués dans les quartiers de la ville de Yaoundé du fait de la baisse de régime que nous avons connue en l'absence de contrat. La PME Tiklof, quant à elle, se trouve dans une situation difficile, son contrat ayant expiré depuis fin 2023. L'entreprise éprouve des difficultés à honorer ses engagements, ce qui a des répercussions sur la continuité de ses services. Les rippers, je parle des petits garçons qui, avec leurs petites mains, ramassent les ordures pour les mettre dans le camion. Quand vous n'arrivez pas à lui payer un petit salaire de 100 000 francs, vous voulez qu'il fasse quoi au bout de 7 mois? Ça, c'est les employés, pour moi, c'est le plus important. À côté de ça, ces camions sont très coûteux en entretien, comme je viens de dire. Et pour les faire fonctionner, il faut mettre le carburant. Entre autres faits révélés face à la presse à Yaoundé. Alors, Monsieur Le Corbeau, je commence par la fin. On parle de la question de financement. Il y a la représentante de l'entreprise Tiklof qui pose la question de financement. C'est-à-dire, j'ai des employés, je ne peux pas les payer parce qu'on ne me paye pas. Oui, moi je pense que c'est ce qu'on a dit en début d'émission. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de contrat, vous ne pouvez pas faire de décompte, vous ne pouvez pas être payé. Ça, c'est mécanique. Donc, en fait, on a passé, je dis, une période noire. L'année 2024 sans contrat. Et c'est justement, je suis content de constater que votre reportage paraît bien d'une reprise. Bien sûr. Parce qu'effectivement, on a connu une baisse des régimes, comme disait le directeur général de Isakam. Et c'est à ce moment précisément que le gouvernement, par le biais du MINDU, est intervenu. Déjà en juillet 2024, où la situation était beaucoup même plus grave que ça, a procédé à une opération, un premier coup de poing. Et au bout d'une semaine, on avait éliminé une centaine de tas de déchets dans la ville. Et on avait poussé l'opération jusqu'à collecter 12 000 tonnes de déchets. Récemment encore, lorsque ça s'est encore... Parce qu'après ça, la situation s'est un peu stabilisée, jusqu'au moment où les choses se sont empirées, les contrats ne venant pas, les entreprises ont baissé les bras. Et le 15 janvier 2025, Madame le ministre a de nouveau réuni les acteurs pour examiner la situation. Cette réunion prenait part les magistrats municipaux, mais également les autorités administratives, au premier rang desquels le gouverneur de la région du centre et celui de la région du littoral. Le constat, c'était toujours ce qui revient là, absence de contrat, défaut de paiement, et donc le système est de nouveau grippé. Et ça a encore mené Madame le ministre à
accompagné les deux entreprises avec des dotations en carburant, qui nous a permis à date d'enlever environ 45 000 tonnes de déchets des rues. Ça, c'est ce qui traduit la situation moins alarmante qu'on a aujourd'hui. 45 000 tonnes de déchets avec des efforts financiers énormes en termes d'appui en carburant. Il faut saluer ces entreprises qui, malgré le fait que, comme disait la responsable, ne parvenaient pas à payer les salaires et les pièces de rechange, ont mobilisé quand même leurs engins et le MINDU a apporté le soutien en carburant. Donc, lorsque la situation est critique, les partis peuvent se mettre ensemble pour trouver des solutions alternatives, en attendant donc, comme ça se voit là, que les choses reprennent leur ordre normal, que les contrats soient signés et que chaque entreprise maintenant puisse retourner face à ses partenaires financiers. J'ai vu aujourd'hui que Isacam a fait arriver, je crois, 10 camions, 10 nouveaux camions, et je pense qu'on peut dire que la crise est en train de passer. Maintenant, le trou noir à Yaoundé, c'est Yaoundé 3. Qui est de la responsabilité de Tiklof, parce que Tiklof est engagé dans une procédure de gré à gré avec la communauté urbaine qui n'a pas encore abouti à un contrat. Donc, là encore, on aura du travail à faire. C'est même pour ça que Madame le ministre, le temps de voir quand va aboutir le contrat avec Tiklof et que l'entreprise se remette à flot. Vous avez suivi la responsable qui dit qu'il y a des difficultés logistiques, même s'ils avaient le contrat aujourd'hui, ça serait difficile. Vous avez parlé du système qui est grippé, et cette grippe qui affecte le système tout le temps, on est déjà habitué, c'est-à-dire ça se passe un peu comme épisode par épisode. À quand la prochaine épisode? Je pense que ce n'est pas il y a 5 ans, on n'avait pas ce genre de situation. Mais il y en a eu avant celle-ci. Oui, 2024, où je vous dis, il n'y avait pas de contrat. Aujourd'hui, il y a un contrat sur 5 ans quand même. Est-ce que ce contrat est la seule garantie de pérennisation du nouveau système mis sur pied, c'est-à-dire que la collecte se passe comme cela doit se faire? Du moins, pour retrouver la situation d'antan. Il y a également des actions d'amélioration que le MINDU est en train de mettre en œuvre avec les collectivités. C'est d'ailleurs même changer de paradigme en termes de gestion des déchets, parce que nous sommes dans un système où on nous a habitués à transporter nos déchets pour les mettre dans les bacs le long des rues. Il suffit qu'on ne ramasse pas 2 jours, ça déborde et puis on a l'impression que la ville est sale. Et même les gens ont pris l'habitude, même quand il n'y a pas les bacs, de venir déposer leurs déchets. Ça, il faut que ça s'arrête. Madame le ministre a instruit d'aménager dans les communes des plateformes de regroupement des déchets. C'est-à-dire qu'au même titre que on a des établissements scolaires, hospitaliers dans nos quartiers, il faut prévoir des plateformes de regroupement des déchets où les précollecteurs vont venir déposer tout ce qu'ils vont prendre au niveau de nos ménages. Parce que la nouvelle stratégie, c'est de capter les déchets à la source pour qu'ils ne se retrouvent plus sur nos rues. Prendre le déchet à la source pour le ramener par le précollecteur au niveau de la plateforme. Et de la plateforme, maintenant, les entreprises vont les transporter pour la décharge, où on pourra maintenant procéder au traitement des dits déchets. Donc voilà la nouvelle stratégie qui est en train de se mettre en place. Et Madame le ministre accompagne les communes. Déjà dans le budget 2025, un peu plus d'1 milliard de francs CFA est prévu pour doter ces communes-là des plateformes de déchets. Donc, en réalité, à terme, ce système de bacs le long des rues, ça va disparaître. On va laisser place à quelque chose de plus adapté au contexte où on sait qu'il y a les déchets. Il faut donc que les communes d'arrondissement organisent à gré des précollecteurs qui, à leur tour, vont procéder ménage par ménage au ramassage des déchets pour les transporter directement sur la plateforme. Et autre chose, c'est la construction des infrastructures qui est la prochaine étape. Parce que dites-vous bien que Yaoundé a une seule décharge. Ça veut dire que le déchet qui est produit à Simbok traverse toute la route pour être en Korfoulou. Ça, c'est difficile à concevoir. Le problème, c'est quoi? Est-ce qu'on ne peut pas créer d'autres... C'est justement dans cette logique-là que le ministère a engagé des discussions avec la communauté urbaine
pour doter la ville d'autres décharges qui, cette fois-là, auront vocation à valoriser les déchets. Parce qu'il faut bien dire que la finalité, c'est de réduire au maximum les déchets à éliminer. On peut recycler des déchets, on peut transformer les autres en d'autres matières plus utilisables, et puis le reste sera éliminé sur place. Alors, on va finir sur la question des déchets. Vous avez abordé la question des perspectives avec cette nouvelle donne-là qui vient pour éviter les bacs à ordures. Mais est-ce que les populations sont suffisamment sensibilisées pour adhérer au système comme cela devrait être fait? Tout à fait. Moi, je pense que c'est un problème d'encadrement. Aujourd'hui, ce que nous voulons mettre en place... Comment on surmonte ce manque d'encadrement? Ce que nous voulons mettre en place, en réalité, par des vécus. Pratiquement dans tous les quartiers, aujourd'hui, il y a des précollecteurs. Vous trouverez toujours quelqu'un qui passe de porte en porte pour récupérer des sacs de déchets contre petite rémunération. Donc, c'est quelque chose qui marche, qu'il faut juste encadrer, formaliser. Et ça, c'est là où nous interpellons les communes d'arrondissement, qui puissent jouer leur partition. Je pense que des échanges qu'on a eus, les multiples réunions, rencontres qu'on a eues, on a passé le message. D'autres sont déjà sur cette voie, parce que je pense que toutes les communes, des échanges qu'on a eu tant au niveau du ministre que du niveau du gouverneur, on a senti que des choses sont en train d'être faites. Et je pense qu'une fois que les plateformes seront mises en place, ça sera plus aisé pour elles d'encadrer ces précollecteurs-là. Puisqu'on a la chance de vous avoir sur le plateau, vous êtes le coordinateur national du projet Mobilage UA City. Et quand on passe à Yaoundé, au-delà des ordures qui sont un problème sérieux, il y a également la question de voirie urbaine. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que vous avez raison de dire qu'il y a un problème de voirie. C'est propre à toutes les villes des pays en développement. Nous avons une voirie vieillissante, mais également nous avons une ville qui s'est agrandie. Les pouvoirs publics ont eu le choix entre entretenir l'existant, ce qui nous aurait conduit à avoir une très belle voirie juste en centre-ville et plus rien ailleurs. On a choisi de ne laisser personne de côté, comme veut le président de la République, tout en maintenant ce qui existe. Il y a des nouvelles constructions, on a des voies qui sont construites dans les quartiers. D'ici Simbok, vous êtes sur une route bitumée qu'il n'y avait pas avant. Vous allez un peu dans les périphéries, on a construit donc il y a un grand effort au niveau gouvernemental pour doter nos villes des infrastructures à travers plusieurs programmes qu'on a mis en œuvre, notamment le programme de développement des villes inclusives et résilientes qui est en train de s'achever et qui a doté plusieurs de nos centres urbains de voirie de qualité, les programmes CD2, le budget d'investissement public, les financements fonds routiers. Il y a donc beaucoup de choses, des crédits qu'on transfère, des centaines de millions transférés aux collectivités, mais le besoin est immense. Mais il y a d'autres villes, y compris en Afrique subsaharienne, qui par la planification arrivent à éviter le caractère trop vieillissant des voiries urbaines. Laquelle par exemple? Je prends l'exemple du Gabon, où j'ai été, je prends l'exemple... Au Gabon, à Libreville, vous allez compter 3 ou 4 avenues. Ah oui. Moi, j'étais au Gabon, je vois les rues bien construites. Oui, là où vous êtes passé, attention. Oui. Moi, je pense que... Mais à Yaoundé, quand vous parcourez les artères de la ville, la situation n'est pas réluisante. Elle n'est pas réluisante, ça, mais il ne faut pas dire que rien n'est fait. Je vous ai dit que... Je n'ai pas dit que rien n'est fait. Je voulais interroger la question de planification parce que vous dites les routes sont vieillissantes, il n'y a pas... on a choisi l'option de mettre un peu à côté ou bien d'arranger un peu de partout. Est-ce qu'avec la question de programmation, c'est-à-dire de mettre un peu à côté, il y a une vision. Il faut faire face à l'étalement urbain. Il faut que nos compatriotes qui ont choisi de venir vivre en ville puissent accéder à leur domicile et venir au centre-ville. Exactement. Donc, il y a des infrastructures. Mais il y a quelques années, pour quitter Olembe, vous ne pouviez pas quitter Olembe, arriver à Soa sans passer par le centre-ville. Aujourd'hui, c'est possible. Vous ne pouviez pas quitter Olembe sans arriver peut-être à
à Mokolo sans passer par le centre-ville. Ça dépend de nos villes qui sont desservies par de nouvelles infrastructures. En fait, je suis pas même de la question à Madunguga Moshele. Moi, je voulais dire, parce qu'il y a une question de planification. Vous-même, vous avez dit que la ville s'agrandit, la ville s'étend, et puis les moyens ne sont pas suffisants pour entretenir à la fois le centre-ville et les périphéries. Et je dis, est-ce que vous êtes en train d'assumer l'échec d'une politique? Est-ce que ce développement urbain est en train de vous surprendre? Est-ce qu'il n'y a pas une planification en amont qui permet de résoudre le problème de façon globale, de sorte que à la fois le centre-ville et les périphéries soient bien vêtus? Parlant de la voirie. Non, la planification veut dire que action dans le temps. On est d'accord? Exactement. Ça veut dire que vous n'allez pas d'un coup résoudre ces problèmes par une baguette magique. Je vous ai parlé des programmes qui se mettent en place. Vous avez par exemple la voie de contournement qui est projetée. Vous avez l'autoroute dans la section Ras-Campagne achevée, la section urbaine en cours. Vous avez des chantiers en cours. Donc, la planification se veut conception, recherche de financement, mise en œuvre. Nous sommes aujourd'hui dans la phase mise en œuvre de plusieurs projets pensés. Et donc, vous aurez... Mais entre-temps, on souffre. Évidemment. On souffre. Comme j'ai dit, ce n'est pas par une baguette magique. Oui. Forcément, on va passer par un moment difficile. Mais la logique de la planification voudrait qu'on ne laisse pas le temps de souffrir. Non, la planification veut dire qu'il faut doser ses efforts par rapport aux ressources disponibles, mais avec focus sur un objectif, ce qu'au bout du terme de la planification, qu'on puisse atteindre les résultats qu'on s'est fixés. Avoir une ville où on circule, avoir une ville où que ce soit en centre-ville, que ce soit en périphérie, une fois que ce programme, parce qu'en termes de programme, qu'au bout du programme, les objectifs de circulation dans le centre urbain et en périphérie soient atteints. Et on est en train d'aller vers là. Tous les projets qui sont mis en œuvre aujourd'hui permettent de rattraper tout ce que vous constatez aujourd'hui. Déjà, le budget 2025 va permettre de mettre un accent au centre-ville pour ce qui est des travaux d'entretien, de renforcement des chaussées existantes. Parallèlement, vous avez des projets lancés déjà il y a 2 ans, notamment les voies de contournement et autres qui vont s'achever dans 2 ans. Donc, la planification veut dire que nous avons un dosage d'action sur un temps donné. Vous savez, à l'époque, on avait les plans quinquennaux. Lorsqu'on commençait l'année 1, c'était peut-être la conception. L'essentiel, c'était d'arriver à la 5e année ayant réalisé... Je comprends donc que la planification a prévu que les routes devraient être dégradées à ce niveau-là, parce que nous faisions le procès tout à l'heure à la communauté urbaine de n'avoir pas anticipé dans les contrats pour résoudre le problème. La situation s'est enlisée. On en a souffert pendant des semaines. Il faut aussi qu'on reconnaisse qu'on a échoué dans la planification des voiries et qu'aujourd'hui on souffre de l'état trop piteux et qu'on va peut-être régler, mais après avoir souffert. En quoi a-t-on échoué? Si on n'avait pas planifié, on ne serait pas en train de lancer des travaux aujourd'hui. Si nous lançons des travaux aujourd'hui, ça veut dire qu'en amont, il y a eu des études, il y a eu des recherches de financement. Tout ça entre dans la planification. Moi, je crois qu'il faut bien se dire que les projets se réalisent suivant un planning. Et il y a un cycle de vie pour un projet. Donc, il ne faut pas que on ait l'impression qu'on n'achète pas les routes en boutique. Bien sûr. Même si on vous donne tout l'argent maintenant, vous ne pourrez pas aller acheter la route pour mettre. Il faut même du temps de construction. Il faut du temps. Il faut le concevoir et puis il faut mettre en œuvre. L'essentiel, c'est que le cap qu'on s'est fixé, on a un plan de mobilité urbaine soutenable pour la ville de Yaoundé ainsi que pour la ville de Douala qui nous projette à 2030 avec un ensemble d'opérations qui sont en cours. Certains sont à l'étape de préparation, d'autres sont en étape de mise en œuvre, mais tout ça est coordonné pour qu'on arrive à l'horizon 2030 avec des infrastructures de qualité. Alors, Amadou Gouga Moshele, faites-nous vivre un peu, en quelques mots, en quelques descriptions, la ville de Yaoundé en 2030. 2030, vous aurez, en matière de transport urbain, une ligne de Bus Rapid Transit qui va relier le quartier Olembe à Hala sur 22 km. C'est un système de transport de masse où les bus vont circuler sur des voies dédiées. Donc on n'aura pas pour ces bus-là des questions d'embouteillage. Vous pourrez planifier votre déplacement
Vous aurez un meilleur confort, ça sera plus sécurisant et ça sera accessible financièrement et surtout ça sera soutenable au regard des pouvoirs publics. Ça, c'est ce qui est dans le PAP. Vous aurez la voie de contournement qui relie à Kakassoa, achevé. Vous aurez la même voie qui relie Nkozoa à Nyom, achevé. Ça veut dire que avec ces voies, vous pourrez entrer dans la ville, vous retrouver à l'ouest de la ville sans passer par le centre-ville ou à l'est de la ville sans passer par le centre-ville. Nous sommes en train de travailler également sur... on est en train de préparer le lancement des travaux du projet Yaoundé Cœur de Ville, qui va faire quoi? Qui va transformer les carrefours Eligjoa, où on va bâtir un échangeur, le carrefour Eligefa, où on va rénover la gare routière, le carrefour Mvan, où également il y aura une gare routière moderne. Voilà des choses qui arrivent pour cette ville, et c'est la même chose dans toutes les autres localités. Merci. Entre autres. Merci de nous permettre de rêver et de nous faire appeler l'arrivée de 2030 de tous nos voeux, parce qu'on souhaite voir tous ces projets-là réalisés. Merci Amadou Gunga. Il faut rêver pour se développer. Si on ne rêve pas, on meurt. Hein. Espérons que ce rêve sera réalité en 2030. Merci Amadou Gunga Mouchi. Déjà avant 2030, vous aurez déjà des résultats d'étape. C'est tout ça de la planification. C'est-à-dire que l'objectif ultime, c'est 2030. Mais déjà, il y aura des résultats d'étape qui seront perceptibles déjà dès cette année, fin 2025. Le souhait de tous les Camerounais, c'est de voir des grandes villes camerounaises propres, bien sécurisées et surtout où ça roule sans difficulté. Il nous faut des villes qui respirent, des villes qui respectent leurs habitants, où les infrastructures suivent. Les mêmes efforts sont faits sur Douala. Oui, et surtout, nous voulons les villes qui respectent la démographie et où les déchets ne deviennent pas les marqueurs permanents de nos paysages. Merci à vous à la maison et surtout à notre invité d'être venu nous éclairer. Merci à vous à la maison de nous avoir regardés. Merci à la grande équipe technique conduite par Thierry Camto. Nous vous retrouverons dimanche avec un autre invité autour d'une autre thématique. Bonjour.